Texte en discussion. La parole est à Monsieur Éric Kerrouche pour la motion, pour 10 minutes maximum, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Nous pensons que la vie démocratique, elle aussi, doit reprendre tous ses droits. Cette phrase, prononcée par Monsieur le Premier ministre vendredi dernier, nous la partageons. Oui, la démocratie doit reprendre tous ses droits et, en l'espèce, la démocratie parlementaire aussi. Ce n'est pas l'image donnée par ce texte qui se prive ainsi des conditions de la confiance. Les crises ont un pouvoir révélateur du meilleur comme du pire. Cette crise épidémique donne une image crue de la pratique de votre pouvoir. Or, en matière démocratique, force est de constater que depuis le 23 mars, les parlementaires sont plutôt des acrobates de haute voltige. Ils légifèrent dans la précipitation, parfois à l'aveugle, sans pouvoir auditionner, parfois sans pouvoir amender parce qu'il faut, quoi qu'il en coûte, assurer la conformité du texte. Les délibérations se font par nécessité à effectifs limités, sinon réduits. Et ce sont autant de voix en moins qui résonnent dans cet hémicycle. Pourtant, même et surtout en temps de crise, le Parlement est bien, au sens étymologique du terme, l'endroit où l'on parle. Et l'on débat dans cette enceinte pour faire la loi, qui est l'expression de la volonté générale à laquelle tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants. En définitive, dans ce texte, sur quoi les parlementaires seraient-ils désormais autorisés à parler, donc à légiférer? Nous avions initialement un texte truffé de 40 demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance. Ce recours massif ne relève pas uniquement de l'urgence, ça a été dit. Il traduit à l'envi le refus du débat contradictoire par le gouvernement. 40 habilitations qui se seraient ajoutées aux précédentes, dont on verra au final si la ratification est mise à l'ordre du jour. Chaque alinéa de ce texte était un blanc-seing, chaque article était un cavalier législatif dont le caractère urgent est plus que relatif. Si certaines habilitations sont directement liées à la crise, d'autres viennent tout simplement pallier le retard pris par le gouvernement. C'est le cas pour le Code de justice pénale des mineurs, ou servent à recycler des dispositions qui sont insérées dans des textes en cours de navette, comme ASAP ou DADU, en méprisant la plupart du temps, au passage, les travaux du Sénat. En définitive, dans cette enceinte où l'on parle, nous serions surtout autorisés par ce gouvernement à nous taire. Faut-il le rappeler, l'habilitation n'est pas une délégation du pouvoir législatif. Le Parlement conserve, avec le référendum, le monopole de faire les lois. Il s'agit juste d'une extension momentanée du pouvoir réglementaire. Il faut constamment le garder à l'esprit. Or, les délais d'habilitation à légiférer retenus par le gouvernement dans ce texte étaient anormalement longs pour des mesures dites urgences. Par ailleurs, comme le rappelait Guy Carcassonne, et je ne peux que citer sa pensée, les ordonnances ont souvent rendu un grand service. Elles ont souvent prouvé que pour faire de bonnes lois, on n'a pas encore inventé mieux que le Parlement. Les ordonnances sont comme des projets de loi qui deviendraient directement des lois. Ce sont généralement des textes défectueux dont les malfaçons ne se révèlent qu'a posteriori, là où se serait sans doute trouvé un parlementaire pour soulever, fût-ce de manière innocente, le problème qui ne s'est découvert qu'après, à l'occasion de multiples contentieux. Le tamis parlementaire, poursuivait-il, a des vertus intrinsèques. À qui pourrait les oublier? Cette législation de chef de bureau que sont les ordonnances le rappelle utilement. Elles ne sont qu'à utiliser avec modération. Modération, manifestement, que ne connaît pas le gouvernement. Fort heureusement, cela a été dit par Madame la rapporteure, les 40 demandes d'habilitation ont été ramenées à 10, notamment par des transpositions en clair, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Il s'agissait également de recommandations du Conseil d'État en la matière. Les 4 articles de loi ont ainsi été multipliés par presque 8. Malgré ce tamis parlementaire, le texte demeure un texte Frankenstein. Les juxtapositions ne lui donnent pas vraiment de corps. Par ailleurs, son absence de ligne directrice et de cohérence complexifie son examen. Et le gouvernement fait en outre la preuve de la mauvaise qualité initiale du texte. Il dépose des amendements de séance kilométriques en quantité industrielle, pas moins de 30 amendements sur un texte qui contenait, je le rappelle, initialement 4 articles, ajoutant encore, si j'ose dire, seringue sur le gâteau,
une habilitation relative au dopage, jugée irrecevable heureusement. Un texte comme ASAP était de la même veine, il comportait 40 articles et avait fait l'objet de 23 amendements de séance du gouvernement. Le texte bioéthique, 44 articles, 22 amendements de séance. Cette façon de légiférer n'a jamais été satisfaisante, encore moins en temps de crise. Or, mal légiférer parce que le texte initial est médiocre et parce que les conditions ne sont pas réunies pour son bon examen, c'est nuire à la qualité de la loi qui touche le quotidien des Français, et c'est donc nuire au quotidien des Français. En définitive, la pratique actuelle de l'exécutif, même si elle a pu se justifier initialement, n'est qu'une exacerbation de sa pratique antérieure, fondée sur une pensée teintée de libéralisme, la concentration du pouvoir qui se justifierait par la présence d'un Parlement immature et qui manquerait de réactivité. Les moyens sont toujours les mêmes pour s'extraire de la délibération et du débat contradictoire. Procédure accélérée, devenue procédure LGV, la loi à grande vitesse, texte fourre-tout qui vient noyer le Parlement, tout en glissant ça et là une nouvelle dose de dérégulation dans le droit social, texte troué par des ordonnances, et même refus de consultation quand la démocratie sociale est jugée superflue, ce dont s'offusque même le Conseil d'État. Le texte que nous examinons est une confirmation. Espérons que les dispenses de consultation obligatoires ne soient pas rétablies en CMP. Ce que nous souhaitons exprimer dans cette question préalable, c'est que la crise n'autorise pas le dessaisissement du Parlement, même si la tentation des pleins pouvoirs est forte sous la Ve République. Si comparativement, notre Parlement est l'un des plus faibles des démocraties occidentales, il faut encore que les pratiques gouvernementales ne viennent pas encore un peu plus le dessaisir. Le Parlement a fait, vous l'avez vu, Monsieur le Ministre, la démonstration de son extrême capacité d'adaptation parce que les circonstances l'exigeaient. Il a assumé pleinement ses responsabilités. L'économie ne devait pas et ne doit pas s'effondrer. C'est vrai, la démocratie parlementaire non plus. Mais petit à petit, un phénomène d'accoutumance à la marginalisation du Parlement s'installe. Ce qui était l'exception devient la règle et la normalité devient une nouvelle normalité. Comme s'il était lui aussi contaminé par un étrange virus, le Parlement s'atrophie. Et d'ailleurs, c'était la perspective de votre révision constitutionnelle. Or, quand le Parlement est malmené, c'est la démocratie qui s'abîme. Il y a dans l'histoire des contrastes. Certains ont récemment tissé une métaphore martiale autour de la période exceptionnelle que nous vivons. Soit. Toutefois, en temps de guerre, le Parlement n'a pas toujours été marginalisé, voire muselé. Même si je ne partageais pas ces orientations idéologiques, Churchill disait que, peut-être parce qu'il a vécu, après tout, dans le berceau de la démocratie parlementaire, il a toujours souhaité maintenir les prérogatives du Parlement. Chacune de ces décisions était soumise à débat. Comme le disait André Pierre, il voulait apporter à l'Angleterre et au monde la preuve que l'on peut faire la guerre et vaincre sans porter atteinte aux libertés du peuple, et que le courant de confiance mutuelle qui s'établit entre le gouvernement et les élus de la nation est un des plus sûrs garants de la victoire. Nos institutions, Monsieur le Ministre, sont le socle de notre démocratie et leur bon fonctionnement participe de la confiance collective, participe tout simplement de notre pacte républicain. Parce que nous sommes plus qu'attachés aux droits du Parlement en ce qu'ils garantissent la délibération, le débat, la contradiction, nous lançons ici une alerte et demandons le rejet de ce texte par l'adoption de cette motion tendant à opposer la question préalable. La crise que nous traversons, la crise sociale sans précédent que nous devrons surmonter, ne trouve pas de solution dans la verticalité, la mise en sourdine du Parlement, mais dans la vitalité démocratique, dans la dialectique des chambres, dans la consultation des corps intermédiaires. C'est une question de confiance. Monsieur le ministre, jamais Créon ne pourra gouverner sans Antigone. Alors vous avez raison, monsieur le ministre, oui, il est temps que la démocratie reprenne tous ses droits.